Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier de VitaCrea. Si vous étiez déjà avec nous ce matin, vous avez entendu des parcours d'entrepreneurs autour de leur simplicité et leur solidité de projet de création d'entreprise. On a vu qu'on pouvait réussir sans chercher tout de suite à atteindre des levées de fonds énormes. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Un petit mot de rappel, VitaCrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers, des témoignages, plein de conseils d'experts, avec un objectif simple, en tout cas on se l'est fixé, c'est vous donner des clés concrètes pour avancer dans vos projets de création ou de reprise. Si vous avez des questions pendant l'atelier, un chat sur YouTube, un conseiller création est là pour vous répondre en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir directement sur ce chat. Le thème de cet atelier, il est important pour de nombreux porteurs de projets. On va parler pendant 45 minutes de financement. Si vous avez un projet, comment le financer concrètement entre les aides, les prêts bancaires, les garanties, les microcrédits, il existe plein de solutions. Encore faut-il savoir à qui on s'adresse et dans quel ordre. Donc cet atelier vous propose d'y voir plus clair pour construire un plan de financement qui va être crédible, adapté à votre projet et passer en revue les grandes familles de solutions qui s'offrent à vous. Pour en parler, notre plateau est composé de spécialistes de financement et parce qu'il est toujours essentiel d'entendre la voix du terrain, on accueille aussi une entrepreneuse qui a traversé cette étape avec succès. Alors on va commencer les présentations et je vais me tourner tout de suite vers Baptiste. Bonjour Baptiste et bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Baptiste Montonne, responsable du marché des pros au Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, avec dans mes activités, entre autres, l'octroi de crédit, de financement et la gestion des relations avec les partenaires, y compris les partenaires d'aide à la création reprise. Merci beaucoup Baptiste. Merci. Et merci d'être là. Je me tourne maintenant vers toi Philippe, bonjour. Bonjour Nicolas, Philippe Simon, chargé de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. J'accompagne les porteurs de projets de l'idée à la création d'entreprises. Merci et merci d'être là Philippe. Je me tourne maintenant de l'autre côté du plateau avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alexandre Neu, chargé de mission à Initiative Côte d'Or. Je m'occupe de la partie financement des projets de création, de reprise et de développement. Merci Alexandre et là aussi merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin et je me tourne vers la voix du terrain pour l'atelier de ce matin. Bonjour Floriane et bienvenue. Bonjour, merci. Donc moi c'est Floriane Guyot, je suis la créatrice de l'entreprise MySkin à Dijon, qui est un institut de beauté spécialisé dans l'expertise de peau et le bien-être. Merci beaucoup Floriane. Je reviens vers vous messieurs et plus particulièrement vers toi Philippe. Donc le sujet de l'atelier de ces 45 minutes, c'est le financement. Est-ce que tu pourrais nous aider à dresser le périmètre et nous expliquer ce qu'on appelle financement pour un créateur ou un repreneur d'entreprise? Déjà, par principe, le financement est le dernier maillon de la chaîne. Au préalable, il va y avoir beaucoup d'éléments qui devront être pris en considération par le porteur de projet afin d'aller voir les établissements bancaires et d'aller voir éventuellement les organismes d'aide. Pour vraiment faire très très simple au démarrage, le financement, c'est comment je vais financer ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, mes investissements de départ, ma trésorerie, ma publicité. Donc, de façon très simple, je pense qu'au travers de l'atelier, on va le développer un petit peu plus tout à l'heure. D'accord. Et à quel moment je commence à m'y intéresser Il faut déjà qu'il y ait une étude de marché qui soit réalisée, que les choix fiscaux, les choix sociaux soient déjà engagés. Et à partir de là, on peut commencer à travailler sur la phase prévisionnelle. Donc c'est vraiment une étape qui viendra, pas en bout de course, mais à la fin du processus de création d'entreprise. Bon, c'est parfait parce que sur d'autres ateliers VitaCrea, on évoque tous ces sujets de modèles, d'études de marché, de structuration juridique. Donc je vous invite à les regarder, ils vont arriver ou vous pouvez les retrouver aussi en replay pour découvrir ce que tu évoquais Philippe. Baptiste, je me tourne vers toi du coup en tant qu'établissement bancaire. Qu'est-ce que vous attendez d'un porteur de projet qui arrive vous voir? Est-ce qu'il lui faut des documents financiers et puis c'est bon ou est-ce que vous attendez autre chose? Effectivement, avant de parler du fond du dossier, avec les éléments qui sont apportés, les documents, etc., il faut que le porteur, déjà, sa première étape, son objectif, c'est de convaincre son interlocuteur, donc son conseiller bancaire, qui va ensuite porter la décision du dossier, ou un avis ou une décision finale sur la demande de financement. Et donc, il y a plusieurs éléments pour être convaincant. C'est de bien connaître
son projet. Ça paraît aller de soi, mais ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire le connaître et sur l'aspect technique et sur l'aspect financier. On va avoir besoin d'un prévisionnel, d'un plan de financement, on y reviendra, mais être en mesure de pouvoir les expliquer sans être des experts de la finance, c'est pas ce qu'on demande, hein. Mais c'est vraiment un point qui est très important. Pour être convaincant, il faut, ça paraît aller de soi, je le redis, mais il faut bien maîtriser son projet. Donc même cet aspect chiffré qui fait peur quand même à Oui. beaucoup d'entrepreneurs, et c'est normal, hein, en termes de compétences, c'est pas simple, mais du coup quand même être capable, ce que tu dis, de pouvoir le lire et l'expliquer à son interlocuteur. Oui, ça démontre la bonne compréhension de son projet et puis sa viabilité. Nous, on va avoir besoin en tant que banquier et prêteur de comprendre le modèle économique de l'entreprise et de déterminer est-ce qu'elle va pouvoir ou non rembourser les prêts qu'elle va lever. Et donc, pour comprendre l'étude économique, c'est important que le porteur puisse l'expliquer. Alors, pour donner le bon niveau de granularité sur l'aspect financier, je vais reprendre l'exemple de Floriane qui viendrait proposer son dossier. Elle fait de l'esthétique. Ça va être déjà de comprendre s'il y a une cohérence dans ce qu'elle nous évoque dans son chiffre d'affaires, entre le prix de la prestation et le nombre de prestations qu'elle va faire sur une semaine ou une journée. Si elle nous explique que pour que ça fonctionne, il faut faire 200 prestations par jour toute seule, nous, ça va nous alerter sur la bonne maîtrise qu'elle a de son domaine, de son sujet. C'est déjà ce premier niveau. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va effectivement y revenir beaucoup sur la cohérence des chiffres. Alexandre, je me tourne vers toi. Est-ce que, donc, toi, tu nous expliquais que tu travailles chez Initiative, donc réseau de prêts d'honneur. Est-ce que, comme l'a évoqué Philippe, comme l'a évoqué Baptiste, c'est aussi des choses qui sont importantes pour toi, cette maîtrise du projet au-delà de l'aspect financier? De savoir expliquer son projet d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue comment il est structuré au quotidien. Ça permet de pouvoir expliquer une prestation, sur combien de jours, sur combien de semaines, combien j'en ai besoin de faire par an, avec quelle marge. Pas besoin d'être expert comptable pour être créateur, loin de là, mais c'est au moins important de pouvoir l'expliquer et ça permet dans le futur après, une fois que l'entreprise est créée, d'avoir des repères et de se dire est-ce que j'ai réalisé le chiffre d'affaires qui est cohérent la première semaine, le premier trimestre, la première année, et de réajuster si le chiffre d'affaires est largement supérieur à ce qui était escompté ou à l'inverse est un petit peu plus faible et de prendre les bonnes décisions en fonction de cette évaluation. C'est intéressant ce que tu dis. Ce document qu'on fait, c'est pas uniquement forcément que pour le financement, mais ça sert comme outil de pilotage, on peut le dire Tout à comme ça, pour le démarrage. Okay. C'est comme ça que je l'explique aux porteurs, que ça les aide par la suite à pas naviguer à vue, quoi. Et vraiment d'être dans le quotidien et de se dire, ah là, j'ai fait une bonne journée. J'avais prévu de faire tant sur ma première année, j'ai fait combien? Ah, j'ai fait plus. Ah oui, j'ai fait plus, donc du coup, c'est intéressant. Il peut se poser des problèmes de trésorerie, de choses comme ça, ou à l'inverse, j'ai fait un petit peu moins. C'est pas toujours dramatique d'avoir fait un peu moins que le prévisionnel. Il faut trouver la solution, ça s'explique, etc. Merci, c'est intéressant. Floriane, je me tourne vers toi. Voilà, on a évoqué ce sujet du financement, le fait de maîtriser son projet, maîtriser les chiffres. Comment toi, dans ton parcours, quand tu as eu ton idée, comment tu as abordé ce sujet du financement? Est-ce que tu étais déjà une experte chiffre? Est-ce que tu l'es devenue? Comment tu as travaillé ce sujet-là? J'étais pas du tout une experte chiffres. Moi, j'ai réfléchi aux détails techniques de mon entreprise, de ce que je souhaitais développer, mais tout ce qui était financement, j'y connaissais absolument rien. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la Chambre des métiers. Et du coup, que je suis allée voir Philippe qui m'a accompagnée justement pour tout ce qui est financement, etc. Et je crois que tu as fait une formation, Floriane, tu nous disais en aparté avant. Ouais, j'ai fait la formation C'est ma créa, qui est un accompagnement du coup sur 6 semaines dans la création d'entreprise, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est du domaine de la vente. Enfin, c'est assez complet. Et du coup, on va en détail le prévisionnel, plan de financement, etc. Tu as fait le choix de monter en compétences pour répondre aux attentes aussi de tes interlocuteurs pour bien comprendre ces aspects-là, quoi. Ouais. Merci pour ton retour, Floriane. Je me retourne vers toi, Philippe. Donc vous avez chacun évoqué des termes un peu techniques, j'entendais prévisionnel, plan de financement, je crois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup ces termes techniques et peut-être de quoi est constitué un dossier de financement? Il y a beaucoup de termes techniques, hein. On parle aussi de business plan. Le but du jeu, en gros, c'est d'avoir d'un côté un plan de financement. Chaque porteur de projet a ses propres besoins. Si je prends Floriane, elle avait ses propres besoins. Il n'y a pas un prévisionnel ou un plan de financement type pour une activité. Deux esthéticiennes peuvent avoir des investissements totalement différents. Ça, c'est la partie, on va dire, plan de
de quoi j'ai besoin pour démarrer mon activité. Et je fais une petite parenthèse, par expérience, on se rend compte que les porteurs de projets ont tendance à minimiser leurs investissements au démarrage, de peur de ne pas satisfaire aux conditions bancaires, ce qui est une erreur, parce que le projet, quelquefois, n'est pas forcément caduc pour 10 000 euros d'investissement supplémentaire, mais ça évite de financer ça après sur sa propre trésorerie une fois que l'entreprise a commencé. Donc s'il y a déjà un premier mot d'ordre, c'est ne pas être économe, entre guillemets, sur ses investissements. Donc d'un côté, je recense tous mes besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin au niveau matériel? Ça, moi, je suis pas suffisamment technique pour savoir ce que une esthéticienne ou un plombier a besoin. Recenser ces besoins-là, éventuellement son budget de publicité également au démarrage, et ce qu'on appelle du besoin en fond de roulement, de la trésorerie, parce que il est fort possible que de l'argent sorte plus vite qu'elle ne rentre. Donc ça, c'est un côté besoin dans le plan de financement. Puis après, c'est relativement simple, c'est comment je finance ça, avec un apport personnel, un prêt bancaire, une aide, et bien évidemment, il faut équilibrer ces deux côtés. Ça, c'est le plan de financement. On va rajouter à cela un prévisionnel qui va dépendre de l'activité, qui va dépendre du lieu, qui va dépendre de la rémunération. Ça sera un listing des différentes charges. On va pousser le porteur de projet à réfléchir sur les différentes charges qui peuvent incomber à son entreprise. Et à partir de là, on va déterminer un chiffre d'affaires. On va regarder le chiffre d'affaires qu'il peut réaliser dans son entreprise, ramener ça en unité de valeur, soit une recette journalière, soit un nombre d'heures à facturer. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre aux porteurs de projet pour qu'il aille négocier. Et comme le disait fort justement Alexandre, le prévisionnel, il est intéressant. Le porteur de projet, il le voit souvent pour avoir accès à un prêt bancaire. Mais c'est aussi un outil de pilotage une fois qu'on est installé. J'ai tendance à dire qu'on est quelque part borgne quand on a un prévisionnel, et si on fait rien, on est aveugle quelque part. Voilà. Voilà un petit peu le but du jeu. On rajoute à ça un plan de trésorerie pour être un peu plus technique sur le prévisionnel. Donc si je t'écoute bien, il faut quand même être assez fin. Tu parlais de lister ses charges, il faut quand même se projeter de façon assez importante. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de bien connaître aussi son activité pour pouvoir se projeter comme ça. Tu as des conseils pour justement aller lister ses charges, parce que ça ne doit pas être simple quand même. On va aider le porteur de projet. Alors bien évidemment, il y a des charges qui vont être, c'est pas au doigt mouillé, quelque part, on va réfléchir. Je vais prendre un poste de carburant pour une entreprise de bâtiment. Il n'est pas facile de trouver les charges, le montant de carburant que l'entreprise va avoir à dépenser. Par contre, on va raisonner, on va le questionner. Est-ce que vos zones de chalandise est à 15 km, 50 km autour de vous? On va regarder un petit peu la puissance fiscale de son véhicule et on va donner une estimation du carburant. Alors, je dis n'importe quoi, si on arrive à 4 500 €, si toutefois, au bout d'un an, on y a 4 500 € pile de carburant, ça sera du bol. Voilà, c'est tout. Mais il vaut mieux partir comme ça plutôt que de ne rien faire du tout et puis y aller au doigt mouillé, quoi. Mais en tout cas, c'est s'interroger sur ce que tu disais, sur un peu tous les postes et ne rien oublier. Floriane, je me permets, toi, c'est aussi comme ça que tu as fonctionné, du coup. Tu t'es interrogé sur comment tu allais travailler. Du coup, tu t'es listé une par une les différentes charges que tu avais. Comment tu as fonctionné? Alors, au niveau des charges, j'ai eu quand même beaucoup d'aide. C'est estimé un petit peu en termes d'investissement de départ, des réassorts en produits. Enfin, ouais, c'est un petit peu réfléchir à tout ça, mais j'ai eu quand même beaucoup d'aide parce que c'est Ouais. Si j'entends bien, quand même, c'est intéressant de se faire accompagner et de pas être tout seul sur le sujet, quand même. Vraiment. Ça a l'air Moi, toute seule, Bon, c'est j'aurais un pas eu le message sujet. qu'on pourra faire passer tout au long de l'atelier. Baptiste, je me tourne vers toi. Alors, tu nous as évoqué que le banquier ne regardait pas que la partie chiffrée. Concrètement, un porteur de projet, quand il arrive voir son banquier, est-ce qu'il faut qu'il arrive avec un dossier vraiment complet? Est-ce qu'il peut commencer à en parler un petit peu avant? Est-ce que tu attends un dossier calibré avec telle pièce? Comment tu abordes ça? Il y a un ordre théorique des choses. Au même titre qu'on a des accompagnements avec les partenaires qui sont aussi à des moments clés de son projet de création. Nous, de toute façon, souvent ce que le porteur attend de nous, c'est une décision sur son financement. Ça, on arrive en fin de course. C'est-à-dire que tous les partenaires, les accompagnements ont lieu avant. J'ai bâti mon plan de financement, j'ai mon niveau de garantie. Et là, du coup, je vais aller convaincre mon banquier. Pour autant, il arrive quand même de façon très régulière qu'on vienne nous voir avant cette étape. Donc nous, on est quand même à l'écoute. Parfois, on fait un premier tri sur la viabilité du projet quand même en fonction de grandes lignes. Puis ensuite, si tout nous paraît cohérent dans le projet, on va aller orienter vers nos partenaires, les organismes d'accompagnement. Très bien. Donc pas la peine de venir trop tôt. C'est plutôt fin de projet qu'on t'approche.
si j'attends une décision de crédit, il ne faut pas venir trop tôt. Ok. On ne pourra pas la donner. Qu'est-ce que tu conseillerais à un porteur de projet? C'est aller voir plutôt son banquier de confiance? Est-ce qu'on met en concurrence les réseaux bancaires? Comment? Alors, tu me diras, venez chez moi, mais qu'est-ce que tu dirais si toi, tu avais un ami entrepreneur dans le public? Nicolas, la réponse, elle était dans la question. Je vais évidemment dire de venir au Crédit Agricole. Mais non, il y a tout un aspect relationnel qui est quand même hyper important. Je pense même qu'il est sans doute le premier critère Ouais. de choix. Je me lance en tant qu'entrepreneur. Quand je me lance dans une vraie aventure humaine qui va être importante. Il est important que je sois bien accompagné. Donc que les conseils qui m'accompagnent, quels qu'ils soient, je sois bien en relationnellement avec eux et qu'il y ait une confiance réciproque. Ça, c'est vraiment un point de départ. Voilà. Alors, ma question n'était pas innocente parce qu'en Oui. fait, sur un témoignage sur un atelier précédent, et ce qui m'a marqué, c'est que la porteuse de projet, qui est chef d'entreprise maintenant, nous disait que son banquier, c'était un vrai partenaire, au-delà du côté financier, il l'a aidé au même titre en fait qu'un partenaire d'accompagnement et que c'est une vraie relation de confiance. Donc voilà, c'était peut-être aussi pour souligner ça que vous n'êtes pas là que sur Oui. le côté financement, mais que faites partie de l'équipe du porteur de projet. C'est pour ça qu'à la réponse à la question sur quel stade d'avancement de mon dossier que tu me posais, je dis si c'est l'octroi du financement, la décision finale, il faut venir à la fin. Par contre, comme les autres partenaires, on peut co-construire le projet. C'est soit sur la phase amont. Bien sûr. Merci Baptiste. Je me tourne vers toi, Alexandre, parce que c'est quelque chose, je sais, qui est très important et qui est très en questionnement chez les porteurs de projets. Souvent, on rentre sur des accompagnements en posant la question, est-ce que j'ai droit à des aides, voilà, au-delà de l'accompagnement? Donc c'est pour ça que j'anticipe très tôt la question. J'aimerais savoir, Alexandre, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qu'on entend par prêt d'honneur, notamment ce que vous faites chez Initiative, nous parler un petit peu des aides de façon assez rapide. Dans le chat, on remettra des choses, mais que tu puisses nous en parler un petit peu rapidement. Et puis nous dire quelle approche tu as, toi, vis-à-vis, alors tu es dans Initiative, mais par rapport aux aides, par rapport au plan de financement qu'avait donné Philippe. Est-ce que je peux me construire un plan de financement qu'avec des aides? Est-ce que je peux me débrouiller pour pas aller voir un réseau bancaire? Voilà. Quelle est ta vision? Alors, déjà, pour répondre à la dernière question, nous, on ne peut pas aider les porteurs s'il n'y a pas de cofinancement bancaire. D'accord. On n'a pas le droit de se substituer aux autres acteurs économiques qui est la banque. Donc, c'est un vrai partenaire, que ce soit le Crédit Agricole ou d'autres établissements bancaires. Il faut vraiment que ça vienne en complément. On est là pour financer ce que parfois n'aiment pas financer les banques, c'est-à-dire la trésorerie de départ et le stock de départ. Ok, ça on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Effectivement, je crois que Philippe l'évoquait, voilà, les types de financement en fonction des besoins. Par rapport aux aides, donc nous, on est une association, principalement avec l'octroi de prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est quoi? C'est un prêt effectué à titre personnel qui va conforter les capitaux propres de la société. Donc du coup, qui va améliorer l'apport personnel auprès des établissements bancaires. Globalement, voilà, le prêt d'honneur, c'est ça. Nous avons également d'autres aides qu'on peut instruire, notamment les avances remboursables de la région, qui est, elle, une aide professionnelle versée sur le compte professionnel de la société, qui est post-création, qui est dans les premiers mois de la création, mais qui est post-création. Vous avez également d'autres associations que la nôtre, qui est par exemple l'ADI, qui va aider sur des projets plus petits ou sur des personnes non bancarisables, par exemple. Et vous avez France Active qui va aider sur le cautionnement. Donc, il faut pas hésiter à se faire accompagner. Des aides, il en existe. Et il faut pas hésiter à appeler, à pousser des portes pour avoir le maximum d'aides possible. Et il faut surtout le faire avant la création parce que beaucoup d'aides se font avant la création et on a parfois des porteurs qui nous appellent après la création. Okay. Et là, malheureusement, on peut quasiment plus aider. Ah oui, donc si je suis immatriculé, j'échappe à tout ce que tu as évoqué là, c'est ça? Principalement, oui. Pour faire simple, oui. Et donc ça, c'est un super conseil, effectivement, de faire ça avant l'immatriculation. Floriane, toi, sur les aides qu'a pu citer Alexandre, est-ce que toi, tu as bénéficié de quelque chose quand tu t'es lancé? Tu peux nous en parler? J'ai eu du coup Initiative Côte d'Or, BPI et RDA. D'accord. Donc j'ai eu 3 aides. RDA, c'est les avances dont parlait Alexandre, c'est ça? Ouais. Ok. Très bien. Et du coup, ça t'a aidé. Est-ce que sans ça, tu te serais lancé quand même de façon plus difficile, peut-être? Moi, je me serais lancée quoi qu'il arrive. Après, c'est plus les banques que ça aurait freiné pour m'accompagner. Okay. Mais donc, heureusement que je les ai eus. Et est-ce que c'est une demande de ta banque ou c'est une demande de toi quand même? Ou est-ce que c'est Philippe
Tu nous disais que tu étais accompagné à faire. Philippe, c'est un peu tout le monde, C'est c'est tout, ça? parce que effectivement, les banques le mentionnent quand même directement que d'avoir de l'aide, c'est toujours un gros plus. Et puis, quand on est créateur d'entreprise, on a envie d'avoir un maximum d'aide parce que c'est jamais simple. Bien sûr. Et puis, Philippe m'en a parlé automatiquement aussi, que directement, il y aurait des demandes d'aide à faire. Ok. Alors peut-être qu'Alexandre, on lui fera se boucher les oreilles. Est-ce que ça a été compliqué de monter un dossier initiative? Alors, c'était long. D'accord. C'était long, mais non, c'est pas compliqué. Ok. Mais ça prend un petit peu de temps. Et puis après, pour moi, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers. Après, on passe devant un jury quand même, Ok. voilà, pour présenter son projet. C'est jamais simple. Mais pour moi, ça s'est très bien passé en tout cas. Donc tu le conseilles aux Ah bah, personnes il faut. qui nous regardent? Ok. Ouais, Et- il faut faire la demande d'aide. Alors, ce que je précise bien, donc Alexandre, tu es sur Initiative Côte d'Or, hein, mais le réseau Initiative, c'est un réseau national, donc il y en a dans tous les départements, donc n'hésitez pas. Et puis les réseaux que tu citais, ADI, France Active, les avances forcément de la région sont présentes partout dans les départements, donc faut pas hésiter. Merci pour ton retour, Floriane. Voilà, donc je retiens, c'était un peu long, mais facile finalement. Alexandre, tu veux Oui, peut-être compléter? au-delà de l'aide, où on parle souvent des aides, c'est aussi un accompagnement. Et ça permet de valider le projet ou pas, de passer devant les membres du comité et de présenter aussi son projet. Ça permet d'être accompagné. Et c'est pas seulement à la fin le prêt d'honneur, c'est vraiment un réel accompagnement. Comme à la chambre de métier ou à la chambre de commerce, c'est un réel accompagnement qui aide les porteurs. Bon, c'est vrai que c'est un peu le message qui revient déjà beaucoup sur les premiers ateliers qu'on a tournés, être accompagné d'un maximum de personnes, bien s'entourer. J'ai l'impression que ça a été ton cas aussi, Floriane, pour le coup. Alors que ce soit les proches, que ce soit pour le côté financier, enfin, c'est hyper important d'être entouré pour pouvoir être orienté aussi pour être au mieux possible au moment de l'ouverture de l'entreprise, quoi. Merci. Je me retourne vers vous, messieurs. Alors, j'ai entendu des choses sur la trésorerie. Ça m'intéresse parce que souvent on entend des chefs d'entreprise dire ouais, il n'y a plus de trésorerie, c'est compliqué, c'est tendu. Et je crois, Philippe, c'est toi qui en parlais, qu'on finance cette trésorerie au départ. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, ça se finance. Et puis peut-être Baptiste nous dire après comment vous gérez cet aspect trésorerie pour un porteur de projet qui viendrait vous voir. Est-ce que le Crédit Agricole, par exemple, finance ses parties trésorerie? Alors, Philippe. ça serait intéressant de voir la partie bancaire, parce que c'est généralement ce qu'ils aiment le moins financer, cette partie trésorerie. Alors, pour faire simple, et en prenant un exemple, je suis une entreprise qui travaille avec des particuliers. Je vais avoir un paiement quasi immédiat, on va dire, donc des rentrées d'argent quasi immédiates, quelle que soit la nature d'activité de cette entreprise. Si je prends le frère jumeau de cette entreprise qui a la même nature d'activité, mais une typologie de clientèle totalement différente, je vais travailler avec des collectivités ou d'autres entreprises. Dans ce cas-là, je vais faire les mêmes prestations au même moment, mais cette rentrée d'argent sera différée. Ce qu'on appelle, je vais avoir un crédit client de 30 jours ou 30 jours fin de mois, c'est-à-dire que mes clients me paieront dans 30 jours ou dans 30 jours fin de mois. En attendant, j'ai des charges. J'ai mon salaire, j'ai des cotisations sociales, j'ai des assurances, le comptable. Donc, c'est ce qu'on appelle ce besoin en fonds de roulement. Et on le remarque, nous, en tant qu'accompagnateurs de porteurs de projets, quelqu'un qui autofinance son projet, qui fait abstraction totale des banques et des aides, néglige cet aspect de financer son besoin en fonds de roulement. Et je ne veux pas dire qu'à coup sûr, mais dans une très, très grosse partie des cas, il va y avoir des difficultés financières très, très rapides. Je reprends ce que tu disais un peu tout à l'heure, cette tendance à sous-évaluer, tu parlais des charges, c'est le cas aussi du coup, là tu disais carrément on l'oublie. Oui, nous on reçoit des porteurs de projets, je vais faire très simple aussi, qui veulent acheter un véhicule de 20 000, ils vont apporter 20 000, point terminé. D'accord. Voilà. Okay. Donc ils vont pas penser à l'assurance, ils vont pas penser non plus à mettre le carburant, voilà. Mais c'est surtout au niveau de la nature de clientèle où il peut y avoir un besoin en fonds de roulement. Et ce que Alexandre disait tout à l'heure, la trésorerie de départ aussi.
On a un modèle économique, on dit qu'on va recevoir une quinzaine de clients par jour. Peut-être qu'il va y avoir une phase de démarrage qui va être plutôt moins rapide que la normale. Donc, il faut un petit peu être soutenu financièrement. Oui, sur certains ateliers, on parlait de page blanche pour la création. Du coup, oui, le démarrage peut être un peu poussif, ou en tout cas pas au maximum. C'est peut-être ce que tu t'évoquais tout à l'heure, du chiffre d'affaires qu'on avait Il n'y a imaginé. pas de règle, hein. Malheureusement, on a des chefs d'entreprise qui commencent immédiatement très Ouais. très bien et d'autres qui vont. Voilà. Ok. D'où aussi la préparation en amont de ce projet-là. Donc, c'est prévoir la sécurité. C'est C'est ça. un peu ça. Tout à Ok. fait. C'est ça. Baptiste, du coup, sur ce sujet trésorerie, Philippe Alors. a mis une petite pique. On a dit plein de choses sur la trésorerie et j'aimerais distinguer parce qu'en fait, il y a plusieurs besoins de trésorerie, il y a Ok. plusieurs étapes. Et vous avez fait la remarque, je sais plus qui, sur le fait que la banque aime pas, c'est pas le truc. C'est pas moi. Voilà. En fait, on aime savoir ce qu'on finance. Donc, au départ, dans le plan de financement, s'il y a un besoin de trésorerie, Alexandre le disait, souvent les aides, les prêts d'honneur vont être affectés au financement du besoin de trésorerie pour que nous, la banque, on finance les choses plus matérielles, le véhicule, le matériel, des choses tangibles. Mhm. Donc, il est important d'avoir bien mesuré quel sera le besoin de trésorerie de l'entreprise au démarrage. Ça peut être dû, c'est principalement le cas, aux typologies de clients et au mode d'encaissement que je vais avoir. Ok. Si je suis payé au fil de l'eau parce que je suis commerçant de proximité, que j'encaisse de l'argent au fil de l'eau, en théorie, j'ai pas trop de difficultés, mais effectivement, si je suis pas payé tout de suite, donc ça, c'est anticipé en principe au démarrage. Du coup, il est financé, très bien. Ensuite, on a deux aspects. C'est en cours de vie de l'entreprise, je peux voir naître un besoin de financement qui n'avait pas été anticipé. Et là, je reviens sur la nécessité de bien comprendre son prévisionnel et de bien le maîtriser. Parce que nous, il va y avoir principalement deux facteurs qui vont faire naître ce besoin de trésorerie. C'est le premier, j'ai un peu changé de typologie de clientèle ou de fonctionnement et du coup, j'ai un délai d'encaissement qui est apparu. Ou je suis pas du tout en ligne avec mon prévisionnel. Je suis en train de perdre de l'argent. Donc, je consomme de la trésorerie et là, je vais demander à la banque. C'est sur cette partie qu'on a du mal à intervenir. D'accord. Pour des raisons qui, quand je l'explique comme ça, j'espère sont assez claires. C'est l'entreprise devait gagner de l'argent, c'était prévu, elle en perd, donc elle consomme de l'argent qu'il y a sur le compte et c'est délicat de nous demander d'en remettre. Ouais. À moins de démontrer qu'il y a des mesures qui ont été prises. Et donc, c'est toute l'importance de bien maîtriser dans les grandes lignes ces chiffres pour pouvoir nous l'expliquer, ce besoin. Donc ça J'ai veut été assez long, mais... Alors oui, pour voir si j'ai bien compris, si c'est ça, donc si je prévois pas assez au départ, Philippe, qu'on perd de l'argent parce qu'on n'a pas anticipé ce qu'on disait sur la page blanche, en fait c'est très compliqué après de venir aller compléter ce financement de départ, quoi. C'est un peu ça. C'est ce qui est logique, hein, parce que là, ça veut dire que le banquier intervient en défaillance d'un niveau de chiffre d'affaires et donc d'activité. Le financement bancaire n'est pas là pour ça c'est clair. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est très très risqué de sous-évaluer du coup Bien évidemment, au départ. Sous-évaluer et ne pas en prendre en considération totalement, parce que certains porteurs de projets l'oublient totalement. Ça. Ok, je crois que là le message on l'a passé, j'espère pour ceux qui nous écoutent. Floriane, je reviens vers toi du coup sur ce sujet de la trésorerie. Alors toi, tu es esthéticienne, donc il y a peut-être moins ce côté client, paiement en différé, mais comment tu as abordé ce sujet trésorerie? Est-ce que c'est au quotidien pour toi quelque chose d'important? Du coup, quelle vision tu as par rapport à ça? La trésorerie, c'est priorité à la trésorerie. Voilà, parce qu'il faut toujours en avoir en cas de problème. Et puis, c'est grâce à ça aussi que derrière, on peut faire évoluer l'entreprise, réinvestir, etc. Donc c'est la priorité, quoi. Donc c'est au quotidien, toi, une gestion pour voir où t'en es, comment... Oui, toujours surveiller, être attentif. Et puis, voilà. Sujet important, on l'a entendu sur d'autres ateliers aussi. Merci Floriane. Alexandre, je me tourne vers toi. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'Initiative aidait à consolider l'apport personnel d'un créateur repreneur. On l'a pas forcément encore trop abordé, le sujet de l'apport. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être ce que c'est un apport personnel, même si ça paraît assez clair. Et là, je me retournerai peut-être vers vous ensuite. Faut que j'apporte combien dans un projet pour espérer voir un financement arriver, que ce soit chez Initiative ou peut-être auprès de Baptiste. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette notion d'apport. Du coup, il y a l'apport personnel fait par le porteur de projet. Le porteur de projet, ça c'est fait plutôt en amont dans le prévisionnel, et il y a aussi de l'apport personnel fait avec le prêt d'honneur. Nous, on n'a pas de règle d'apport.
on ne demande pas un minimum d'apport. Ce sera plutôt la banque qui peut potentiellement demander un apport minimum entre l'apport personnel et l'apport d'initiative, mais nous, on ne bloquera pas de dossier en fonction d'un faible apport. De manière générale, voilà, nous, il n'y a pas de, faut pas se bloquer par rapport à ça. On le traite, on l'analyse après dans la création et dans le dossier. Et toi qui vois quand même passer beaucoup de dossiers chez Initiative, parce que par modestie, tu l'as pas forcément évoqué, mais c'est une association qui voit passer beaucoup de projets d'aide au quotidien. Oui. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a, pour du financement, par exemple bancaire, un montant d'apport minimum à avoir pour que ça puisse fonctionner, peut-être être crédible? Je ne sais pas si on peut dire ça. Ça sera à valider avec Baptiste, au moins 10% à titre personnel, ce qui prouve que le projet est un minimum travaillé, un minimum mûri. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas en faire une généralité. C'est pas parce qu'on est à 7% d'apport que le dossier va pas forcément passer. Si le dossier est très bien travaillé et arrive très bien à passer auprès des banques et auprès de nous, il y a pas de problème par rapport à ça. Et à l'inverse, des dossiers avec 40% d'apport peuvent être refusés par notre comité et par les banques parce que le porteur ne sait pas expliquer son projet, parce que le projet n'est pas forcément en adéquation avec le marché sur la situation géographique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'assister. Il ne faut pas se bloquer en fonction d'un apport et un pourcentage d'apport. Voilà, un gros apport ne veut pas forcément dire que le projet sera pérenne dans le temps, et à l'inverse, un faible apport ne veut pas dire que le projet ne va pas se faire dans le temps. C'est un message important parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que si on n'a pas l'apport suffisant, je ne vais pas pouvoir entreprendre. Mais bon, tu bottes un peu faut pas se cette bloquer idée. Voilà. Ça. Ouais. J'aimerais bien ta vision, Baptiste, du coup, sur ce sujet de l'apport. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'aime pas trop cette question parce qu'effectivement, non mais alors merci de l'avoir posée du coup parce que je vais redire ce qu'a dit Alexandre. C'est pas une rigidité administrative dans le dossier, le pourcentage d'apport. On refuse des dossiers avec beaucoup d'apports, on accepte des dossiers avec peu d'apports. Il y a deux choses qui sont, parce que je ne voudrais pas que si on met un seuil, il soit rédhibitoire pour des porteurs qui auraient un projet de qualité, qui sont motivés. L'apport personnel, déjà, je pense qu'il y a deux éléments importants à redire, même s'ils ont été dits, c'est sur mes deniers personnels ou familiaux, enfin ou une aide. Et si j'ai un projet de qualité, mais que là-dessus, ça représente un niveau qui est assez peu élevé, on va aller considérer les prêts d'honneur comme de l'apport personnel qui vont venir consolider, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit le frein au tout départ au projet. Si je dis, OK, j'ai un apport, mais il fait 7% du total du projet, je ne pourrai jamais obtenir mon financement, ce n'est pas vrai, parce que les prêts d'honneur vont renforcer ce niveau d'apport, et puis que si tous les autres critères d'analyse du dossier sont au vert, on pourra assez facilement même obtenir un accord. Alors ça, c'est super important parce que c'est quand même souvent ce qu'on entend chez les entrepreneurs qui démarrent en se disant je suis un peu limite et c'est même pas la peine que j'essaye. Alors qu'en fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que c'est pas un critère bloquant au départ et qu'il faut étudier son projet. Et du coup, même avec un apport qui semble au départ pas suffisant, on peut y arriver. Oui, il est dans une liste de critères que je ne vais pas détailler, mais nous, on va aller regarder, si je peux me permettre, mais le porteur, qui il est, quelle est son expérience, sa compréhension de son projet. Ensuite, le prévisionnel, on l'a dit, est-ce qu'il nous paraît cohérent et viable? Et le plan de financement, on y viendra après, mais quel niveau d'apport, quel niveau de garantie? Le niveau d'apport, il est là. Donc, il est dans une liste d'éléments qu'on va apprécier, qui a son poids, évidemment, mais qui n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'il peut être compensé par d'autres éléments. Philippe, pour compléter un peu, puis après on ira sur un autre sujet. Du coup, comment toi tu les prépares? Quel message tu fais passer? J'imagine le même message, mais comment tu les prépares tes entrepreneurs que tu accompagnes? Le même message. Alors moi, je les prépare un peu plus durement parce qu'on a quelquefois des porteurs de projets qui nous disent moi je veux rien apporter. Là, je leur dis attention. Là, ça sous-entend que vous croyez pas en votre projet et au niveau des différents financeurs, ça sera difficile d'avoir un avis favorable. Donc je leur dis qu'il faut qu'ils participent, bien évidemment. Après, c'est vrai, on entend souvent 20, 30, 40% d'apport. Alors, si on a un projet à 10 000 euros, 20%, c'est facile. Si on a un projet à 500 000, 20%, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que cette limite, elle est... je pense qu'il faut plus voir toute la préparation du projet. Et comme le disait Baptiste, la présentation de son entreprise, de son secteur d'activité, son expérience professionnelle aussi. C'est tout ça, ce travail en amont, qui va faire qu'un banquier ou qu'Initiative va financer. J'ai un petit peu d'expérience à la Chambre. J'ai jamais vu un bon porteur de projet et un bon projet ne pas avoir de financement, que ce soit bancaire ou aide quelconque. Voilà. Mais sens inverse,
il faut aussi une participation du chef d'entreprise. Oui. Voilà, donc un apport qui peut être, de plus en plus, on le fait, surtout moi, je travaille avec les métiers du bâtiment, où déjà, ils ont déjà acquis beaucoup de matériel. Donc, il y a aussi du matériel qui a déjà été acheté. Donc, on le recense aussi. Ça dépend si on le met dans les statuts ou pas. Mais on en parle, qu'il y a déjà eu un investissement à titre D'accord. personnel de fait là-dessus. Donc on Voilà. peut apporter autre chose que de l'argent Voilà. pour appuyer. Tout à fait. Alors, Vous avez certains établissements bancaires qui le prennent en compte, d'autres non. Mais ça prouve aussi qu'il y a déjà eu une dépense personnelle dans le cadre de la création de son entreprise. oui. Ouais. On s'engage, on est crédible. Certains l'ont dit, des partenaires qui sont venus sur d'autres plateaux. La crédibilité est importante, l'engagement aussi vis-à-vis de. Demain, j'ai un projet, je vais voir un établissement financier et je lui dis, ben non, j'apporte rien. Et oh là, je veux surtout pas être garanti de ce prêt. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur qui va dire, bah, si toi-même tu crois pas à ton projet, c'est pas à moi d'y croire. Voilà. Baptiste. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on était sur le niveau d'apport où je dis c'est à discuter, mais l'absence d'apport, là, c'est quasi rédhibitoire. Par contre, je l'ai oublié de le dire, hein. Merci Philippe de le rappeler, c'est important. Ça se comprend en même temps de l'extérieur que c'est un problème de crédibilité. Floriane, toi, ce sujet de l'apport personnel, est-ce que ça a été une difficulté et du coup tu t'es aussi tourné vers les structures pour le conforter? Est-ce que tu avais mis une stratégie en place pour avoir suffisamment d'argent pour lancer ton entreprise? Comment tu as abordé ça? Moi, c'est une expérience professionnelle qui m'a lancée dans ce projet d'ouverture d'entreprise. Donc en fait, finalement, j'y travaillais 1 an avant l'ouverture. Ouais. Donc en fait, j'ai clairement pas économisé pour ce projet. Par contre, voilà, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc j'ai dit que je voulais mettre tant d'apport. Et puis après, effectivement, se faire aider à côté pour avoir un petit peu plus. Mais j'avais pas forcément déterminé en fonction de l'investissement combien je devais apporter. J'apportais ça. Oui. Et puis on a fait en fonction. Oui, toi, tu avais déjà une capacité d'épargne qui t'a permis de lancer plus sereinement ton projet. Ouais. Et ce que disait Philippe, c'est vrai que peut-être sur les gros projets où il faut un montant d'apport forcément peut-être un peu plus élevé, il faut peut-être, certains intervenants l'avaient dit, Baptiste, sur d'autres ateliers, préparer peut-être en amont cette stratégie un peu d'épargne pour avoir suffisamment de quoi se lancer. Merci. Alexandre, je me retourne vers toi, tu l'as un peu évoqué. Alors, c'est pas ce que vous faites sur Initiative, mais c'est peut-être un sujet qui est important. Tu as évoqué des mots comme cautionnement, garantie. Alors, je sais aussi que Baptiste, vous proposez des choses sur des garanties. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que je pense que le sujet du cautionnement, c'est peut-être un terme qui n'est pas connu de tous. Nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça se passe pour un porteur de projet par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Donc, il y a d'autres associations et pour reprendre le mot qu'on disait tout à l'heure, il y a d'autres aides possibles. Vous avez France Active qui s'occupe du cautionnement des prêts, qui est une association également, et vous avez aussi la garantie OSER de la région qui permet de cautionner le prêt, donc de garantir le prêt s'il n'y a pas de remboursement, par exemple. Donc comment ça se passe? C'est si je suis pas capable de rembourser, c'est cette garantie-là qui vient rembourser le prêteur? Avec certaines modalités, si je dis pas de bêtises, avec certaines modalités, des auteurs de remboursement et certains pourcentages qui peuvent être faits entre la partie personnelle et la partie garantie par les organismes. Ok. Baptiste, peut-être pour compléter un peu ces notions de garantie, de risque, comment ça se passe pour un porteur de projet? Alors, je le disais tout à l'heure, dans les éléments qu'on va analyser, il y a le plan de financement, je disais la partie d'apport et la garantie qui est sur les financements. La garantie, elle couvre tout le monde en fait, hein, parce que, comme le disait Alexandre, dans le cas d'une caution d'organisme, en cas de défaillance dans l'entreprise, c'est-à-dire que je me suis lancé et ça n'a pas fonctionné, elle va limiter les engagements du porteur parce qu'elle va venir rembourser la banque à hauteur d'un seuil qui a été déterminé contractuellement au départ, qui va varier en principe entre 50 et 80% parfois. Donc vous vous doutez que quand nous, on a un garant pour vous, porteur, à hauteur de 80%, ça lève une partie des risques qu'on engage, puisqu'on s'engage plus que sur 20% du financement. Et donc ça va faciliter peut-être les choses pour obtenir le crédit. Et puis, dans certains cas, ça limite aussi mon engagement personnel de porteur sur le projet. Donc, il existe des solutions, en tout cas ce que tu évoquais, Alexandre, avec France Active, pour aller chercher une garantie. Il y a plusieurs, en fonction des montants, des typologies, parfois, il y a des organismes qui sont plus adaptés que d'autres. D'accord. La région Bourgogne-Franche-Comté déploie ponctuellement, sur une période, là, une garantie qui aide bien le porteur, puisqu'elle l'engage à zéro. Ok.
Philippe, ça c'est des choses que tu conseilles, j'imagine, aux porteurs que tu accompagnes. Bien sûr, oui. Oui. France Active, Osez, et puis après les organismes internes aux banques également. Et on le dit souvent dans le cadre d'un montage de prévisionnel, justement par rapport à l'apport personnel, le risque que le banquier peut prendre. On dit qu'il est possible qu'il y ait un recours à une société de caution mutuelle éventuellement dans le cadre de ce projet. Et on l'intègre même dans le plan de financement de départ. C'est un petit coup, mais on l'intègre dedans. Voilà. En tout cas, il faut aller toquer aux portes. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent pour aider les entrepreneurs sur ce sujet du financement. Alors, je vois que le temps avance vite. On est bientôt au bout de cet atelier. Avant de vous poser peut-être une dernière question, peut-être un conseil que vous donneriez à un porteur de projet qui, là, est dans sa phase de création ou en termes d'idées sur ce sujet vraiment du financement. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Peut-être un bon conseil, on va en garder un chacun. Alexandre. Ne pas sous-financer ses investissements de départ. C'est vraiment un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Par exemple, des travaux. On a budgétisé des travaux de démarrage et on se rend compte qu'avec les devis, les travaux sont beaucoup plus importants. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien budgétiser tous ces investissements de départ pour pas avoir de mauvaise surprise au moment du démarrage. Merci Alexandre. Floriane, toi sur le sujet du financement, toi qui l'as vécu, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en train d'entreprendre là, sur ce sujet du financement? De surtout pas vouloir faire les choses seul, parce qu'on ne réalise pas toutes les choses auxquelles il faut penser. Et puis, on a vraiment besoin d'être accompagné dans tout et on louperait des occasions de plein de choses, en fait, si on ne se fait pas accompagner. Donc, ne pas être toute seule. Chercher l'aide. Merci. Baptiste, toi, peut-être un conseil pour des gens là, qui se posent la question du financement, peut-être une bonne pratique ou un conseil. Soyez un entrepreneur audacieux et convaincant. Et pour ça, faites-vous accompagner pour travailler tout cet aspect-là de je sais convaincre mon interlocuteur. Ça passe par toutes les phases qu'on a évoquées au long de l'atelier. Merci Baptiste. Pas facile de passer en dernier, surtout quand on a donné les éléments. Tu as le droit d'avoir le même conseil, et de copier. C'est exactement le même conseil, bien évidemment, parce qu'il y a un taux de pérennité, on le voit après dans les chiffres, un taux de pérennité d'entreprise qui est largement supérieur quand il y a eu un accompagnement et même quand il y a eu un financement bancaire ou de la part d'initiative. Et si je peux, je dirais que la Terre, elle tourne sans nous, donc on a le temps. Le porteur de projet, il va aller très très vite. On ralentit, on souffle, on se pose. Et je dirais que le temps qu'on a entre guillemets perdu, qui n'est pas du temps perdu pour moi en amont, on le retrouvera facilement après. Merci pour ces bons conseils à tous les quatre. Merci d'avoir été là pour cet atelier, pour ces interventions qui étaient riches et concrètes. Ce qu'on va retenir, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est que le financement, c'est pas la seule porte, il y a d'autres étapes avant, il y a plein de solutions. Ces solutions, elles ont des logiques. On parlait de prêt d'honneur, on parlait de garantie, de microcrédit, etc. Il y a un ordre aussi à respecter. Moi, j'ai un peu retenu ça. Un projet solide, c'est à la fois une idée claire, un dossier crédible, puis l'appui de bons interlocuteurs. Je crois que ça a été rappelé tout au long de l'atelier. La crédibilité, je retiens aussi, est clé avec son dossier, un dossier solide, un prévisionnel qui est réaliste, pas sous-évalué aussi. Je l'ai entendu. Et puis l'accompagnement qui vous fait gagner du temps. Floriane le citait notamment. Et puis vous avez entendu qu'il existait beaucoup de structures sur le territoire pour vous aider. Donc je pense qu'il faut taper aux bonnes portes. Donc n'hésitez pas, ça a été déjà dit dans beaucoup d'ateliers Vitacrea. Moi, ce que je peux vous inviter à faire peut-être comme premier pas concret, c'est de venir jeudi sur l'un de nos 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté pour aller rencontrer des experts, alors du financement mais pas que, venir à nos rendez-vous experts pour parler de votre projet, projet d'entrepreneuriat, projet de financement de ce projet de création ou de reprise, pour répondre à vos questions en face à face. Je pense que là, c'est une bonne mise en action. En attendant, là, on va faire une pause d'une quinzaine de minutes. Profitez-en pour lever un peu le nez de l'écran, prendre un temps pour vous, laisser mûrir aussi ce que vous venez d'entendre. On va se retrouver à 11h sur un atelier autour de la micro-entreprise. Puis ceux qui resteront un petit peu plus longtemps, à midi, on ira sur un autre sujet autour de la reprise d'entreprise. Une logique un petit peu différente d'entrepreneuriat, mais avec des financements là aussi. Moi, je vous remercie pour votre attention, notamment votre participation dans le chat. Et puis, une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.